merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vrai que je me présente ici en simple praticien et je trouve ça assez confortable en même temps d'être un simple praticien. Il me semble que les doctes, comme disait Marie-Benoît tout à l'heure, sont là et sont à l'agriculture ce que sont les ingénieurs agricoles. Eh bien, j'utilise vos études, j'utilise votre savoir qui est immense, j'utilise vos expériences, vos publications, vos ouvrages. Il y en a des millions et j'en ai des millions de retard. Donc excusez-moi d'avance parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore et je me rends compte chaque jour en fait. Alors si vous êtes les ingénieurs agricoles, ben moi je suis l'agriculteur. Je suis le petit paysan qui va mettre la main à la pâte avec, c'est vrai, cet héritage paternel. Mon père avait fait sup de co, puis ensuite il est devenu orthophoniste. Et puis l'esprit 68 art et rebelle qui était le sien voulait qu'il ne se soumette pas en fait aux prescriptions des médecins. Donc tel Moïse descendant de la montagne, la légende dit qu'il est sorti de sa tente après avoir fait du camping sauvage. À l'époque, c'était vraiment le truc. Belle époque quand même. En disant à la rentrée, j'attaque médecine. Il avait déjà quasiment 30 ans. Et j'ai un peu reproduit le schéma parce que je me suis réveillé à 30 ans en ayant cherché mon chemin pendant assez longtemps. J'ai même été dans des communautés. J'étais au Lion de Juda, avant que ça s'appelle la communauté des béatitudes. Et c'était une expérience de profondeur spirituelle très importante. Et il me semble que la base même de la médecine, c'est d'abord la spiritualité. C'est d'abord de comprendre qu'on ne vient pas de rien et qu'on n'est pas un accident de la nature. Je vais quand même faire mes petits remerciements d'abord. Je voudrais remercier le Père Marie-Benoît, qui est le patron de l'Académie pour l'écologie intégrale. Et puis mon ami Alain Dominique, qui, malgré ses nombreux doctorats et les 10 langues qu'il parle, arrive encore avec une humilité incroyable à me poser des questions à moi. Ça, je trouve ça bluffant. Et c'est une école, en fait, parce qu'on peut infuser. L'humilité, c'est quelque chose qui s'infuse quand on rencontre des gens qui sont simples. Donc les frères de Saint-Jean m'apportent beaucoup. Et m'apportent d'autant plus qu'on s'est rencontrés dans un cadre très difficile pour moi, le cadre de la maladie de ma femme et de son décès par un mélanome qui a été fulgurant et où je piétinais en essayant de trouver des solutions à cette problématique en biomédecine, mais aussi avec la médecine traditionnelle chinoise. Alors merci de me recevoir parce que c'est... accueillir des médecins, c'est bien pour parler d'écologie intégrale. Accueillir des thérapeutes, c'est aussi ouvrir à la pluralité médicale. Et la pluralité est en soi un geste écologique. Dans l'agriculture, quand on fait de la monoculture, on n'a que des maladies. Et ensuite, on doit utiliser des produits phytosanitaires pour rester poli. Alors que si on se met à la polyculture, il y a beaucoup de pathologies, de maladies du vivant qui se mettent à disparaître. Donc je vais être l'herbe folle, en fait, invité à ce colloque, peut-être aussi pour vous donner la vision de la médecine chinoise. On souffre un petit peu quand on est thérapeute du regard de certains médecins. Pas tous, évidemment, puisque j'ai eu beaucoup de professeurs, notamment Dr Garillon, que j'ai eu en prof de phytothérapie, et puis Dr Ledoux aussi, qui m'a apporté énormément sur la méthodologie de prescription, c'est-à-dire que être thérapeute, ce n'est pas partir dans un grand tout, il faut d'abord être cadré. Le cadre, c'est justement, on dit carré à l'armée, on va être carré, et le carré en médecine chinoise, c'est le yin, c'est la densité, c'est ce qui permet ensuite de tirer vers le ciel. On peut être mystique si d'abord on a été construit. Et être construit par des médecins comme ça, c'est une expérience qui est extraordinaire. Et puis j'ai quelques patients ici, donc ils en profitent, je crois, au quotidien.
J'ai beaucoup de patients ici, je crois. Voilà. Donc il y a l'esprit de Lao Tzu aussi. Je trouve que c'est justice en même temps de m'inviter, parce que l'esprit qui a inspiré Laudato Si, en le lisant, en la lisant, cette encyclique, j'ai reconnu dans mon cœur le même esprit qui a ouvert les yeux et les yeux du cœur de nos ancêtres, les médecins chinois, il y a plus de 3000 ans, et qui étaient des amoureux de la nature, qui étaient des amoureux du vivant. C'était des amoureux du réel. J'entendais dans une émission de radio Alain Durel, en théologie orthodoxe. Comme j'étais au Lion de Juda, j'ai un petit peu la double, je ne suis pas catholique et orthodoxe. Et puis j'aime aussi beaucoup les enseignements des protestants. Alain Durel disait, le réel, c'est l'autre nom de Dieu. On se met dans l'observation de la nature, on se met à l'école de la nature, et il nous donne un enseignement extraordinaire que l'on va pouvoir ensuite offrir à nos patients. C'est aussi justice de m'inviter, parce que l'autre auteur de cette encyclique, en l'occurrence le pape François, a eu recours à la médecine chinoise lorsqu'il était cardinal, je crois, à Buenos Aires, pour une pathologie, donc c'est public, on peut en parler, il ne s'en est pas caché, voilà, pathologie cardiaque, il devait avoir une opération, et en se remettant dans les mains d'un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, eh bien, il n'a pas eu besoin d'avoir recours au scalpel, à la chirurgie. Alors, c'est pas toujours le cas. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du « allez voir les thérapeutes, fuyez vos toubibs ». Personnellement, je renvoie même souvent des gens dans leur pénate, un peu, du cabinet, lorsqu'ils sont venus trop tôt. Vous venez me voir, mais moi, j'ai d'abord besoin de l'expertise indispensable du médecin. Et cette expertise, je ne le dis pas pour des raisons légales, je le dis pour des raisons réelles aussi, pour aimer la vérité. Ce sont des bêtes de concours, un petit peu, on leur a bourré le crâne, on leur a bourré le mou. Il y a quelques erreurs de casting dans ces personnages-là, mais en même temps, ils savent énormément de choses, et j'ai besoin de leur diagnostic pour ensuite apporter un traitement qui soit complémentaire, en aucun cas et jamais parallèle. Je déteste la médecine parallèle. En mathématiques, les parallèles, ça ne se rencontre jamais. Et c'est affreux. Et c'est dans la rencontre, même à la messe tout à l'heure, vous allez voir, c'est au moment de la rencontre. Donc la rencontre, c'est hyper important, c'est la rencontre qui nous guérit. Et c'est la rencontre aussi qui nous ajuste. Alors, je vais vous dire un petit peu quel était... je crois savoir, je ne connais pas tout le dossier évidemment du cardinal Bergoglio, qui était voir ce médecin à Buenos Aires, comme ils disent. Mais je peux vous donner la vision en fait de ce professionnel de santé. Tout d'abord, il a la vision d'un homme sage et d'un homme qui est en bonne santé. Il ne voit pas un malade. Il voit un homme en bonne santé parce que c'est l'objectif à atteindre. Et dans les textes taoïstes, l'image de cet homme sage et en bonne santé, c'est aussi une image naturelle, c'est celle du bambou. Le bambou qui est flexible. Il est flexible dans ses opinions, flexible dans ses pensées et flexible dans son corps. Il n'est pas seulement flexible, mais il est aussi verticalisé. C'est ma vision à chaque fois qu'un patient se présente chez moi. Verticalisé, et sans doute verticalisé par l'expérience, pour ne pas dire par la souffrance, émondé de l'extérieur, mais aussi émondé de l'intérieur, de telle sorte qu'un souffle de vie puisse passer par le ciel pour aller vers la terre, avoir une expérience et remonter ensuite vers le ciel. L'origine de l'homme en médecine chinoise est une origine céleste.
il se reçoit du macrocosmos, dont, en tant que microcosmos, il est l'image. On dirait le début de la Genèse, en fait, hein, à notre image et notre ressemblance. C'est cette pensée chinoise qui est inscrite dans mes gènes et qui existe depuis, alors on pense 3000 ans, mais on ne sait pas trop, en fait, hein, c'est pas très clair. Ce souffle de vie, on l'appelle le Qi. Ça s'écrit QI, rien à voir avec le quotient intellectuel. On laisse descendre ce souffle du cosmos, on le laisse remonter, et il est symbolisé en médecine chinoise par ce que l'on appelle le pictogramme de Menze, Mencius en latin, et qui est composé de 7 parties. Il s'agit de l'homme primordial. Et enfin, cette partie, 7 plans qui sont indissociables les uns des autres. Le premier plan, c'est le plan spirituel. Il est yang, il vient du ciel. Je pourrais venir un peu plus loin, un peu plus tard, sur la notion de yin et de yang, qui n'est pas une notion de dualité, hein, qui est une notion de complémentarité et qui intervient dès le zygote, hein, dans l'être humain, pour l'être humain. Alors, il est yang et il tire vers le haut pour que l'homme soit debout. C'est d'abord une énergie céleste. Et cette notion de spiritualité est très importante en médecine parce que beaucoup de gens sont malades déjà de la spiritualité. Spiritualité dans le sens, je l'entends dans le sens, cette devise de cette parole de Thérèse qui disait « Au-dessus des nuages, toujours le ciel est bleu ». Vous la connaissez cette parole ? C'est ça la spiritualité, y compris en médecine chinoise, c'est de se dire ça ne s'arrête pas à ce que je vois. Et ça ne s'arrête même pas à la mort, puisque la mort n'est qu'un passage, la mort est un endormissement. On a beaucoup de pathologies, des problématiques de l'endormissement dans notre société, qui sont aussi une peur de la mort. En médecine chinoise, on dit que l'endormissement est une demi-mort. Et cela doit nous interroger déjà sur la notion de spiritualité et sur la notion de passage. Le deuxième plan, alors je ne vous ai pas fait de PowerPoint, je vous dis pour 20 minutes, et avec mon planning, c'était assez chaud. Là, j'ai un trou dans la chaise. Le deuxième plan, je vous le fais après, puis je vous fais vous pouvez noter déjà. Le deuxième plan, c'est le plan du mental. Le plan du mental, qui est aussi yang, parce qu'il est dans le haut du corps, et on a beaucoup de patients aussi qui ont une souffrance du mental, parce qu'ils n'ont pas appris à poser leur corps, à redescendre dans leur corps, à habiter leur temple, parce que c'est un temple, et qui se mettent à ressasser, et ça les conduit à une pathologie qui est assez connue et presque vulgaire maintenant dans notre société, et qui est le burn-out. Burn-out. Ça tourne en boucle. Ils se retrouvent ensuite avec des carences. Moi, je les appelle neurophospholipidiques parce que mes maîtres m'ont appris aussi à repartir du yin pour recharger le yang. Je ne fais pas de la psycho, en fait. Je repars d'éléments concrets puisque je vous rappelle, je suis un paysan. Alors, il y a des méthodes en médecine chinoise, mais il y a aussi des méthodes ailleurs, hein, parce que je ne suis pas un ayatollah de cette médecine-là. Je pense notamment à la méthode Vitose, qui est extraordinaire pour poser son mental, habiter son temple, et puis aller à la conquête d'un univers extraordinaire et d'une planète à sauver qui n'est autre que soi-même. Parce que vouloir sauver la planète, vouloir comprendre le monde et ne pas se comprendre soi-même, je pense que c'est un drame majeur dans notre société. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une telle émergence d'ailleurs des médecines dites non conventionnelles et de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique en Europe. Cette recherche d'exhaustivité, d'un regard, le regard de l'aigle, comme disent les Chinois. On a le regard de la tortue dans la cellule, dans la biomédecine, et puis on a le regard de l'aigle pour se dire, mais ok, certes, il y a la cellule, il y a la molécule, mais ça appartient à quelque chose de plus grand et de plus grand et de plus grand, jusqu'à nous amener
ce mimétisme cosmique. Ça, c'était le plan du mental qui est yang. Le troisième plan, dans le pictogramme de Mencius, c'est un plan qui est central, comme dans l'organisme, le son, l'estomac et la rate pancréas, et c'est le plan des émotions. Et les émotions impactent autant le haut que le bas. Et les émotions sont centrales dans notre médecine. D'ailleurs, elles sont centrales dans l'équilibre de l'homme. Pour une raison simple, c'est que l'émotion, c'est de l'énergie pure. Alors peut-être il faudrait prendre tout le week-end pour expliquer les différentes approches organiques, physiologiques, enfin les corrélations qu'il y a entre la physiologie yang et yin au niveau émotionnel. Mais peut-être je pourrais avoir 2 minutes de plus. Oui. 22 minutes. Alors, les émotions influencent tout l'être, c'est ce troisième plan du pictogramme de Mencius. Le quatrième plan, c'est le plan de l'énergétique, dont la médecine traditionnelle chinoise s'est fait une spécialité. Hélas, les Occidentaux ne voient que ça, le travail qu'on va faire sur l'énergétique, mais ça va beaucoup plus loin, la médecine chinoise. Déjà, on a parlé du plan spirituel. Moi, ça m'arrive de dire aux gens, allez voir le Père Didier, à côté de chez nous, c'est l'exorciste de notre diocèse. Bon, des fois, je suis désolé, ça tourne pas rond, c'est pas du ressort du thérapeute. Tu retournes voir ton médecin traitant, tu fais régler ta prescription, tu l'ajustes, le médecin traitant il demande que ça, il n'est pas idiot. Et puis d'aller voir éventuellement un prêtre aussi, d'aller discuter avec quelqu'un, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui sont de l'ordre d'un autre type de médecin, comme tu disais, le curé. Le plan énergétique nous donne aussi une anatomie très subtile qui s'appelle l'anatomie énergétique. Alors elle n'est pas dans le Néther, pour ceux qui bossent avec le Néther. C'est un atlas d'anatomie qui est super bien fait, je vous encourage à l'acheter, parce qu'on peut s'émerveiller en fait dessus. Moi ça m'arrive encore de l'ouvrir et de dire par où ça passe, c'est extraordinaire, ne serait-ce que pour réapprendre le nom de trucs que j'ai déjà oubliés en fait. Parce que mon cerveau est fait pour créer, il n'est pas fait pour retenir, comme disait Einstein. Donc j'ouvre mon éther et puis... Ah, je suis désolé. Ah, pardon. D'accord. Il est dans ma voix est dans la gravité, et ce micro résonne de la même manière, il est aussi dans la gravité. Pardon, docteur, vous pourriez répéter le nom du Le Néther. C'est N-E-T-E-R. C'était un savant américain, médecin américain. Merci. Alors, on ne dit pas docteur pour un simple paysan. Voilà. On peut dire que je fais de la médecine, mais je ne suis pas docteur. Vous êtes pas que Voilà. médecin. Voilà, une autre médecine. Thérapeute. Voilà, on peut dire thérapeute. J'accepte tous les termes, dès lors qu'ils ne manquent pas d'éloges. Alors, on s'est fait, dans la médecine chinoise, une spécialité de ce quatrième plan, le plan énergétique, parce que nous avons une circulation de l'énergie dans le corps, et cette circulation, on l'étudie en étudiant les méridiens dits d'acupuncture. Mais c'est extrêmement réducteur, en plus, les méridiens d'acupuncture. Ça ne veut rien dire. Il y a une circulation de l'énergie entre le yang, le cosmos, et la terre, le tellurique, qui est yin, qui se fait à double sens, avec 3 grands méridiens yin qui vont de la terre vers le ciel, 3 grands méridiens yang qui vont du ciel vers la terre, et sur lequel, effectivement, il y a des écluses ou des points de passage qui permettent de faire un déblocage de l'énergie. Mais on n'est pas obligé de faire ce déblocage avec des aiguilles. Donc on peut faire de la médecine chinoise sans faire de l'acupuncture, sans puncturer. Moi, je puncture quand même. Les Russes appellent ça, et c'est Garillon qui disait ça, les points biologiquement actifs. Donc si vous voulez mettre une aiguille, mettez une aiguille.
c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'on peut provoquer une fuite d'énergie et c'est rarement le but, à moins qu'il y ait un trop-plein d'énergie, comme une montée du yang de foie ou une stagnation du qi du foie. Il y a des centaines de physiopathologies qui se travaillent à l'aide de ces points, entre autres, mais aussi il y a la pharmacopée, etc. Et j'éprouve aussi un émerveillement quand je vois ces atlas d'acupuncture. On voit cette circulation de l'énergie parce que c'est d'une subtilité extraordinaire, d'un respect extraordinaire. Et c'est venu aussi de l'observation du vivant. On est toujours dans la même chose. On s'émerveille de la nature, mais on s'émerveille aussi de son frère. Et on s'émerveille de nos corps. Parce qu'ils sont beaux, ces temples. Le 5e plan, dans le pictogramme de Menze, sont les plans physiologiques yang. Je vais essayer de ne pas dire trop de gros mots, mais j'ai été formé comme ça en même temps. On appelle ça les fous, FU. Donc ce sont les viscères, les organes creux en médecine chinoise, qui vont protéger des organes yin, des organes pleins, auxquels ils sont attachés. Et c'est important aussi dans la méthodologie de prescription. Par exemple, de ne pas s'attaquer au foie sans avant avoir fait allégeance à la vésicule biliaire auquel il est rattaché. Ne pas s'attaquer à la rate pancréas sans d'abord avoir fait allégeance au fu yang auquel il est attaché. En l'occurrence, pour rate pancréas, c'est l'estomac. Même chose pour poumon, où on va s'occuper du gros intestin. Même chose pour cœur, on va s'occuper de l'intestin grêle. Remarquez la place déjà du digestif dans la façon dont ça fonctionne. L'emplacement du digestif lorsque vous regardez un corps, le digestif médian notamment, et l'ensemble des blocages émotionnels qui sont dedans. Vous m'entendez pas bien là-bas peut-être? Vous êtes toujours gêné avec le... Ah pardon, d'accord. On va enlever le micro. Hein. Et moi ça me gênait aussi en fait. Ouais, le plan... Faut le reculer le micro. En fait, tous les artistes veulent s'entendre. Hein. Vous savez, ils mettent quelque chose dans l'oreille et ça me faisait mon retour en même temps. D'accord, j'avais l'impression que vous ne m'entendiez pas si je ne m'entendais pas. C'est une belle métaphore d'ailleurs. Voilà, et donc je vais parler du 6e plan, le plan physiologique yin qui sont les zang. Donc ça va être le foie, ça va être le cœur, ça va être la rate pancréas, ça va être le rein, ça va être le poumon. Et puis on a le 7e plan, qui est le plan anatomique. Alors le 6e, c'était les zang. Le 6e, c'était le plan physiologique yin, c'est-à-dire les organes sans lesquels on ne peut pas vivre. On peut vivre sans vésicule biliaire, on est d'accord, mais vivre sans foie, je crois, professeur, que c'est encore un petit peu compliqué. Le 7e plan, et le dernier plan, c'est le plan le plus dense, le plus palpable, qui est le plan anatomique, le plan de la matière mécanique, dont les chirurgiens d'ailleurs se sont fait une spécialité. Et c'est un plan sur lequel on va beaucoup travailler, notamment en ostéopathie. Comme je vous le disais, l'ensemble de ces plans sont indissociables de l'être humain. Dès lors, si vous touchez l'un d'entre eux, vous allez toucher tous les autres plans. Et lorsqu'un patient arrive dans le cabinet, c'est lui qui va tendre la main dans ses premiers propos pour dire touchez-moi là, en fait. Il suffit d'écouter pour se dire sur quel plan on va aller travailler. Alors il y aura quand même une méthodologie de prescription et un rythme
à respecter, comme si on était avec des étudiants en médecine chinoise. Moi, je m'applique à faire ça parce que je pense que je n'ai que 10 ans de pratique dans la médecine chinoise. Et autant vous dire que pour 10 ans, je suis même pas, pour les Chinois, pardon, je suis même pas un nourrisson en fait, c'est rien. On dit qu'il faut 7 vies. Enfin, eux, ils raisonnent comme ça, il faut 7 vies pour être bon. Alors des fois je dis aux patients, ben, revenez dans 6 vies et demie, parce que on fait ce qu'on peut. On a parlé ce matin au petit déjeuner, ça me fait du bien, moi, de savoir qu'il faut 7 vies et que je ne sais pas tout. Et du coup, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Qu'il y ait des réussites ou des échecs, moi, je ne les vis pas du tout comme des échecs, ce que sont des échecs apparents. Et les réussites, il faut les vivre avec cette même neutralité, en fait, parce que c'est l'histoire du patient, c'est pas la mienne. Je rentre dedans et j'y mets pas tout mon affect, parce que je me protège aussi en tant que thérapeute. Et il y a l'empathie, ok, mais on ne rentre pas dans l'autre. On ne fait pas le chemin de l'autre. Je ne fais pas son chemin de croix. Je ne vis pas sa vie. Je lui apporte le peu de choses que je sais. Je lui apporte déjà cette vision. En fait, ils le savent déjà quand ils arrivent au cabinet. Et déjà, d'ailleurs, ça les soigne un petit peu. D'ailleurs, c'est peut-être l'effet placebo de la méthode. Je vous ai parlé d'énergie, mais nous dissocions l'énergie au moins en deux parties chez l'être humain. C'est l'énergie qui est innée de l'énergie qui est acquise. Et là, on va rentrer dans les autres matières médicales, finalement, de la médecine chinoise. L'énergie innée à la conception, pour la date de naissance en médecine chinoise, d'ailleurs, c'est pas la date de naissance qui compte, c'est la date de conception. Dès le zygote, il y a en tout cas un être humain en devenir. Et c'est cette date-là qui nous importe. La naissance est une étape, comme la mort d'ailleurs sera une étape. Au moment de la conception, il y a papa, maman et le ciel. La notion de ciel chez les Chinois, c'est peut-être astrologique, le placement des étoiles, etc. Mais ils n'arrivent pas à le nommer eux-mêmes. Hein. Ils l'appelaient le grand un, en fait, celui qu'on ne peut nommer. Alors pour nous, la plupart, je crois, sont chrétiens, catholiques. Bon, je vous laisse y mettre ce que vous voulez. Donc il y a le ciel, il y a papa, maman, donc il y a une notion d'hérédité. Et dans cette énergie héréditaire, au moins sur 3 générations, va se transmettre à l'enfant. Cela veut dire qu'on va le retrouver dans ses gémissements, on va le retrouver dans ses plaintes, on peut le retrouver dans ses pathologies. Si on a eu des parents qui souffraient d'une maladie mentale, une maladie d'alcoolisme, par exemple, on peut tout à fait se retrouver avec les enfants qui ont une problématique de foie, sans que eux-mêmes si vous voulez, ils l'apportent. Donc ça va être à eux de dissoudre ça. Si j'ai un arrière-grand-père qui, dans les tranchées, a eu la peur bleue, la peur de sa vie sous les bombardements, je vais aussi hériter, alors peut-être dans le bagage génétique, mais moi je ne peux pas parler de génétique en médecine chinoise, je vais vous parler de cette énergie innée qui vient des ancêtres. Il aura hérité de cette peur, et cette peur va blesser le Huan-Yang du rein, c'est-à-dire une pile électrique qu'il y a entre les reins, et qui affaiblit sa température corporelle, et qui blesse sa capacité de défense, qu'on appelle là aussi la capacité immunitaire. Et ça ne vient pas de lui. Il a hérité de cela. Donc j'ai papa, maman, le ciel, je suis trop long. Et voilà, c'est l'énergie innée. Après, je vous avais parlé de quelle énergie ? Il y en a qui suivent. L'énergie acquise, elle provient d'abord du souffle, le poumon, qui est le maître du chi. C'est vrai qu'on peut passer une semaine sans manger. On n'est pas content, mais on est encore en vie, je pense.
Par contre, 3 minutes sans respirer, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est le début de l'énergie acquise. Je dis ça parce que ce n'est pas la peine. Toujours pareil dans la méthodologie de prescription, ce n'est pas la peine d'aller faire de la diététique avec un patient qui a un diaphragme bloqué. On est dans l'ostéo-articulaire, on est d'accord. C'est pas très compliqué à défaire. Il y a des notions d'acidité aussi dedans. Donc on peut certes faire de la diététique, mais d'abord il faut parler du souffle, accueillir l'air et réapprendre à respirer. Alors, on peut revenir à Vito, on peut revenir aux méthodes aussi que tu enseignes et qui sont très importantes. Parce que lorsque l'oxygène revient, de toute façon, dès lors que l'oxygène revient, il y a une régulation du potentiel hydrogène en chimie et les gens déjà sont moins dans une acidose qui va faire que le diaphragme va se bloquer. On peut aller un peu plus loin après sur les organes et entrailles qui souffrent d'acidose, mais je ne vais pas prendre la place des naturopathes. Donc, dans cette énergie acquise, il y a d'abord l'énergie du souffle. Ensuite, il y a une énergie qui provient de Dame Nature aussi, qui est, on appelle ça les liquides et les graines en médecine chinoise, c'est-à-dire l'alimentation, en fait la diététique. L'alimentation qui est dans notre société extrêmement meurtrière, avec tout ce qu'on y ajoute, les additifs, glutamate et compagnie, là, E621, enfin quand on lit les articles sur les risques liés à l'ingestion de ces produits-là, fût-ce en quantité infinitésimale, je suis désolé, mais il faudrait fermer les supermarchés et puis mettre des têtes de mort sur la plupart des biens alimentaires qu'on veut nous vendre. Et on est un petit peu dans le crétinisme à continuer d'acheter des choses comme ça, surtout à l'heure où on le sait quand même. On est à l'heure de l'information, de la surinformation d'ailleurs, qui stresse tout le monde, surtout en ce moment. Mais on peut utiliser les outils d'information pour aller chercher aussi ce que l'on mange. Alors c'est vrai qu'il y a les produits chimiques qu'on ajoute, mais aussi l'hybridation. On a joué aux apprentis sorciers. Quelques hybridations sont sans doute bonnes, mais l'hyper-hybridation, arriver à 300, 400, 500 hybridations, ça amène à des matières qui ne sont pas biocompatibles, que nos ancêtres ne mangeaient pas. Et puis ça nous bloque. Et on dit, je ne comprends pas, c'est bizarre, ce sont des œufs, c'est du pain, c'est... Ben non, ça ressemble à des œufs, ça ressemble à du pain, ça ressemble à du lait. La banane, elle ressemble à de la banane, mais elle n'est plus du tout ce qu'elle était. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est très important parce que c'est un pilier important de la médecine chinoise, la diététique. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là. La troisième énergie qu'on appelle l'énergie acquise, eh bien, elle provient justement de ce qui est de l'énergie pure, c'est-à-dire les émotions. On peut bloquer un organisme avec des émotions. Si je vous mets en colère, si je vous mets en pétard maintenant, c'est pas difficile, il suffit d'appuyer là où ça fait mal en général. Je vais provoquer une montée du yang du foie, un emballement du cœur, vous mettre en hypertension. Si je suscite une injustice, un blocage de la vésicule biliaire qui est extrêmement sensible à la justice, et si je vous fais peur, ce sera peut-être le mot de la fin, notamment par rapport aux informations qu'on entend en ce moment, et bien je vous appauvris complètement. Vous commencez à avoir des pathologies de la vessie et des reins. Vous commencez à vous faire pipi dessus uniquement parce qu'il y a l'émotion. Et je ne vous ai rien fait manger, hein. Je ne vous ai rien fait boire, je ne vous ai même pas privé de votre air. Je vous aurais abreuvé, comme fait BFM TV et compagnie, là, abreuvé de peur pour des raisons que j'ignore, que je ne veux pas juger. Mais en tout cas, j'en mesure les effets, notamment chez les patients. On a réellement un vide de chi du rein qui fait que l'immunité se casse complètement la figure. Et je me dépêche, c'est l'impact des émotions dans l'organisme. Voilà. Merci beaucoup.